Merci d'être avec nous en ce vendredi 5 juin sur Radio Corse International, sur Télépaèse. Et aujourd'hui, on va fêter les Igor. Bonjour, salut à tous. Si vous imprégui. Voilà, un grand bonjour donc à vous tous qui êtes avec nous. En vous remerciant d'être tous les matins sur notre antenne pour la matinale. Donc, ce vendredi 5 juin, comme d'habitude, on va voir dans un petit moment Philippe Jam qui s'installe donc pour la météo, en espérant qu'il nous mette un peu de soleil pour ce week-end qui arrive, de l'information bien sûr, les pronostics, l'horoscope. On va parler de jazz, on va retrouver Jean-Philippe Serpi qui va nous parler d'un salon qui va avoir lieu dans quelques temps. Et on va aussi décoller avec notre hôtesse de l'air pour clôturer la matinale. Pour l'instant, un peu de soleil sur l'ensemble de l'île avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé en ce vendredi, même si quelques nuages traînent le long de la côte orientale ou dans le Cortenay en matinée. Dans l'après-midi, le vent d'ouest va s'établir sur la façade occidentale de l'île, aux extrémités et en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Les maximales seront comprises entre 24 et 27 degrés. Des plages vers le centre de l'île. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste. Oui, alors, ce samedi, le temps sera bien ensoleillé, avec un vent d'ouest encore modéré aux extrémités de l'île, peu de changements du côté des températures. Et puis pour dimanche, Auguste, peu de changements non plus à attendre. Le temps sera bien ensoleillé avec des brises faibles à modérées, légère hausse des températures. Il faudra mettre le chapeau, la casquette ou le parasol, 24 à 28 degrés du côté des plages. Les 6 personnes interpellées en début de semaine en Haute-Corse ont été déférées hier devant le parquet de Bastia dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, cocaïne et cannabis en plaine orientale et dans la région de Corté. 4 hommes et 2 femmes, certains connus des autorités judiciaires, ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. 2 hommes ont été placés en détention provisoire, 2 hommes et 2 femmes laissés libres sous contrôle judiciaire. Après la manifestation de samedi dernier qui avait réuni près de 2000 personnes à Bastia, les responsables de Skolagors montent de nouveau au créneau. Dans un communiqué, ils déplorent l'absence de réponse pourtant promise de l'État. Ils soulignent avoir adressé un courrier électronique au préfet de région avec copie au président du conseil exécutif de Corse et au maire de Bastia afin de lui rappeler l'engagement de leur répondre. Toujours dans ce dossier, Michel Castellani et les 5 autres parlementaires insulaires ont poursuivi leur démarche auprès des ministères concernés afin d'obtenir eux aussi des réponses. Ce vendredi, des réunions devraient avoir lieu entre autorités préfectorales et régionales. In fine, les responsables de Skolagors indiquent dans un communiqué que si certaines promesses ne sont pas tenues, nous tiendrons les nôtres en début de semaine prochaine. Nous l'avons dit ouvertement et clairement, nous serions contraints d'envisager d'autres actions. Événement majeur pour le football corse ce samedi au Théâtre de l'Empire à Ajaccio, puisque se tiendra l'Assemblée générale de la Fédération française de football. Elle sera présidée par Philippe Diallo, le président de la 3F, en présence des membres du comité exécutif de la Fédération, du bureau exécutif de la Ligue du football amateur, des présidents de Ligue de district, des clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et des délégués titulaires. À l'ordre du jour, notamment la présentation du budget record pour la saison 26-27, la future Ligue 3 professionnelle, la création d'une ligue régissant le football sur le territoire guadeloupéen, la proposition de résolution relative à l'encadrement technique des jeunes et les modifications de textes fédéraux. Comme cela est désormais le cas depuis 2021, les autorités préfectorales viennent de prendre un arrêté interdisant l'accès au public du canyon de Bavela du 1er juin au 15 octobre. Cette interdiction concerne les randonneurs seuls comme en groupe, indique la préfecture. Pour accéder aux cascades, le public devra donc être accompagné d'un éducateur sportif spécialisé canyonisme, disposant d'une carte professionnelle à jour. Ces mesures ont été mises
en place après plusieurs accidents mortels et une fréquentation du site devenue trop importante. Le site présente en effet des passages périlleux, difficiles à sécuriser sans encadrement. Puis ouverture ce vendredi à Bigoul, il y a du salon Bateco qui se tiendra jusqu'à dimanche. Ce salon réunit professionnels du bâtiment, artisans institutionnels, collectivités, experts, étudiants et grand public autour des grands enjeux de la construction durable, de la rénovation responsable et de l'avenir du territoire insulaire. Cette édition 2026 est placée sous le thème Pierre et bois, mettant à l'honneur les savoir-faire, les matériaux et les solutions innovantes adaptées aux réalités climatiques, patrimoniales et environnementales de la Corse. Enfin, ce dimanche 7 juin, de 10h à 18h au parc de Saleccia, se tiendra la 4e rencontre littéraire. 13 écrivains et poètes viendront à la rencontre du public. Au programme interviews, lectures, balades poétiques, expositions et dédicaces. Merci Philippe, et on vous retrouve dans un petit moment avec nos invités. On s'en va faire un petit détour du côté de Vincennes pour les pronostics de ce jour avec Rémi. En vous rappelant que les prochaines courses hippiques en Corse, ce sera donc pas ce dimanche, mais dimanche prochain, le 14, donc sur l'hippodrome de Prunelli Calzarello. Voilà, mais pour l'instant, du côté de Vincennes pour les pronos. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 1, Idéal Danseur. Passons à la 7e course où le 7, Nottingham Meters devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 11, New Orleans Wind. Bon jeu à tous. Vous avez bien noté ? Bon, impeccable. Vous pouvez continuer à le suivre sur l'antenne de Radio Corse International tout au long du week-end, donc, et en podcast pour les pronostics du week-end. L'horoscope, c'est Paxi qui vient nous rejoindre comme tous les matins pour vous donner donc votre signe zodiacal. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez aujourd'hui vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger. Certaines choses du passé, des rancunes, des situations qui peuvent être encore souffrantes, vont se dissiper. En tout cas, vous allez peut-être plus facilement lâcher prise et ça va vous faire le plus grand bien. Les taureaux, vous allez passer à l'action, vous ferez ce qui sera nécessaire. En tout cas, les actions pragmatiques, ça vous connaît et ça va grandement vous réussir. Les Gémeaux, si vous vous sentez fatigué, stressé, n'hésitez pas à faire un petit check-up, à vous faire pourquoi pas un petit complément de vitamines, ça ne vous fera pas de mal. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention à votre santé. Les Cancers, on lâche prise, on a des évidences, on a des réponses que l'on attendait peut-être ou dont on avait besoin. Ces réponses, eh bien, c'est vous qui les avez. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont vous paraître plus claires et ça vous fera beaucoup de bien mentalement. Les lions, quelques blocages au niveau sentimental, des incompréhensions ou la sensation de stagnation. Rien de dramatique, mais aujourd'hui, on ne sera pas forcément fleur bleue. Donc, on prend du recul, on prend son temps et on avance gentiment. Les vierges, vous êtes dans une phase de changement. Aujourd'hui, il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur. On arrête les anciennes habitudes et on prend de nouvelles habitudes qui vont justement beaucoup plus coller à votre personne. Les balances, certaines discussions aujourd'hui pourront être confuses, en tout cas le dialogue, la compréhension entre vous et les autres ne pourra pas être très très clair. Prenez patience, ça ne durera pas. Les scorpions, il va y avoir des réconciliations aujourd'hui avec certaines personnes avec qui vous avez peut-être déjà eu des histoires, des conflits, et même si ce ne sont pas des réconciliations, peut-être une explication qui pourront quand même apaiser les rancunes. Les sagittaires, il y a certaines choses qui peuvent vous peiner le cœur, mais il va falloir accepter les situations telles qu'elles sont. On n'a pas forcément la maîtrise de tout et on ne peut pas forcément tout gérer ou tout modifier. Il y a certaines réalités qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Prenez le temps, essayez de vous faire plaisir pour pouvoir passer ce petit moment de pas bien. Les Capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour pouvoir vous protéger, vous, vos actions, votre travail, votre vie perso. Vous ne laisserez personne venir vous mettre des bâtons dans les roues.
Les Verseaux, vous allez avoir des résultats positifs aujourd'hui, des bonnes nouvelles qui vont tomber. Peut-être certaines choses se débloquent ou en tout cas, au niveau financier éventuellement aussi, vous pourrez avoir de bonnes nouvelles et ça fait grave plaisir. Et enfin, les Poissons. Si vous êtes dans une situation sentimentale, il pourrait y avoir des disputes, des incompréhensions, mais bon, rien de dramatique ou de fataliste non plus. Ce sont des phases qui arrivent entre deux personnes. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes optiques et cela pourra causer pas mal de perturbations. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, merci Paxi. Allez, du jazz au programme avec Fabienne Marcangeli qui va nous parler d'un festival qui va avoir lieu dans quelques temps, donc du côté de la Balagne. Notre invité aujourd'hui, Fabienne Marcangeli, à l'occasion du Jazz Calvi qui va se dérouler du 23 au 26 juin prochain. Fabienne, bonjour. Bonjour Alors, Philippe. Jazz Calvi, c'est un festival qui est incontournable dans la saison. Alors, Jazz in Calvi, oui, c'est un des plus vieux festivals, c'est d'ailleurs. l'héritage du Calvi Jazz Festival, qui était quand même effectivement un rendez-vous incontournable de 1988 à 2014. On peut dire que c'était vraiment le lieu de rendez-vous des jazzmen internationaux. Grâce surtout à son fondateur, l'humaniste René Commer, notre ami, qui était restaurateur calvet, mais vraiment pas que, passionné de jazz et surtout qui aimait vraiment les gens, les musiciens, la musique, le jazz, et qui nous a fait tout de suite un festival extraordinaire. Il y a un festival qui est réputé et qui maintenant accueille des grands noms. Les gens viennent facilement. Alors, donc, il a accueilli des grands noms. Effectivement, c'est quand même dans ce festival que Didier Lockwood et Michel Petrucciani se sont rencontrés. Entre autres, on a apporté aussi, on a fait connaître à la presse de jazz et au monde le saxophoniste italien Stefano Di Battiste de renommée internationale. Donc, entre autres, il y avait là des musiciens donc qui se produisaient partout, qui sont venus et qui nous ont, je dirais, motivés, nous les musiciens bastiais, corses aussi. Et donc c'était des rencontres extraordinaires, des rencontres de musique évidemment, mais pas seulement, pas que, des rencontres d'amitié, des rencontres d'amour, des rencontres de fête, puisque c'était la fête jusqu'à pas d'heure dans les jam sessions, ce qui était très important. Mais hélas, le festival a un petit peu évolué, parce que vous savez quel est le contexte de la culture depuis quelques années. Et donc, Franck Marani, qui en est maintenant le président, a tenu à remonter ce festival donc avec des musiciens locaux. Et petit à petit, on essaye de repartir sur des programmations aussi un petit peu du continent, mais c'est pas évident parce que vous savez que ça coûte très cher. Ouais. Voilà. Mais on tient vraiment à garder cet esprit de convivialité et de liberté musicale que René Commer avait instauré dans ce festival, et son équipe, parce que moi à l'époque je faisais partie, j'étais secrétaire du festival et donc vraiment c'est une rencontre unique entre musique, patrimoine, musiciens locaux, voilà, donc c'est un esprit de liberté qui a toujours soufflé au mois de juin sur Calvi dans le jazz. Alors justement, quand on parle de jazz, il y a plusieurs formes de jazz. Est-ce que vous ouvrez à toutes les formes de jazz ? Oui, alors Franck tient beaucoup à ça, et puis je crois que de toute façon il faut le jazz. Je dis pas qu'il a changé. Le jazz, c'est le jazz, mais il y a, si vous voulez, des formes musicales un peu différentes. Il faut garder dans ce festival, nous souhaitons garder à la fois
un esprit d'authenticité. Vous avez un big band Oui. qui va interpréter les grands standards classiques. Et puis, vous avez des choses un peu différentes et nouvelles, de la musique du monde. Voilà. Si vous voulez, on va un petit peu détailler Oui, il faut détailler, ce festival donc, qui débute le mardi 23 juin à Calvi, avec 2 concerts. Donc en première partie, Lucas Ornano Quartet. Oui, un jeune Corse, un jeune Calvé d'ailleurs, très prometteur. Et donc Franck tenait à lui faire faire cette scène du festival. Donc il va se produire en quartet en première partie. Oui. Et en deuxième partie, donc il y a une petite nouvelle qu'on ne connaît pas, Fabienne Marcangeli. Là, c'est une nouveauté. Alors voilà, oui, donc là c'est difficile parce que je vais parler de moi. Oui, mais c'est un peu quelque chose d'atypique, ce spectacle dans le festival. Pourquoi ? Parce que c'est un spectacle qui allie musique, poésie, diaporama, histoire, puisque c'est un spectacle qui s'appelle Bia Jazz et qui rend hommage aux Corses qui sont partis en Amérique à partir Enfin, il y en a qui sont partis très tôt. Oui. Je veux dire, on peut dire que moi, par rapport au XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe, et donc, attention, c'est pas du tout quelque chose de didactique, c'est un spectacle poétique. Et les chansons... Spectacle musical et poétique autour de la planète. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai choisi des chansons du monde qui me plaisaient. Et avec le contrebassiste Philippe Leba et le guitariste Greg Solinas, on a voulu jazzifier ces chansons. Et les mêler à des poésies originales en langue corse et à des poésies en langue française aussi. Donc on aura là la voix de Pedro Pasqualini, comédien, pour les textes en corse. Et puis nous avons invité aussi Jérémy Loyer, l'accordéoniste, pour cette date un peu particulière, le Calvé. Voilà, donc c'est un spectacle que nous avons créé en 2025 à Loury. Le lendemain, donc mercredi 24 juin, ça va se passer à Loumio. Alors oui, là on repart à Loum dans un cadre extraordinaire. Ça fait 3 ans que Franck a établi ce partenariat avec la commune de Loum. Et donc au Théâtre de Verdure, avec vue sur la mer, magnifique. Et là on aura le Big Band, un Big Band qui est basé dans la région PACA, Marseille. Big Band 24 13. musiciens, c'est énorme. Hein. Et oui. Et là, on aura vraiment une très belle soirée traditionnelle dans le sens les musiques, les standards de jazz interprétés par les big bands avec les arrangements des big bands. Et je pense que ça va être en 2 extraordinaire. parties, c'est en 2 parties avec un entracte au milieu. Hein. Alors, il y a un entracte au milieu. L'après-midi, par contre, il y a aussi... Non, ça c'est le mercredi. C'est le jeudi. Passé au jeudi C'est déjà. le jeudi. Le jeudi après-midi, justement, oui. À 17h, c'est au vignoble L'Enclos des Anges, sur l'aéroport, à côté de l'aéroport. Oui, c'est une conférence qui sera peut-être vraisemblablement suivie d'une jam session avec le docteur Thierry Dufour, neurochirurgien, et qui fait des parallèles, qui nous explique des choses sur les neurosciences et la musique. Très intéressant. Et donc en soirée, les concerts se dérouleront à la salle de spectacle de Calvi. On revient à la salle de Calvi avec Couleur Terre Trio. C'est un trio métissé qui vient du Venezuela, Bénin et Corse. Et donc là aussi, on revient un peu sur des musiques du monde en plusieurs langues aussi. Et donc ça, ce sera... Ils vont animer aussi des ateliers pour enfants dans Calvi. Et ce sera, donc on a dit, la deuxième partie. Et donc, on passe au vendredi, ce sera à Loum, aussi, au Théâtre de Verdure Laetitia Cast, avec Fabrice Tarel, piano, et Marc... Alors, Fabrice Tarel, oui, attendez que je me retrouve. Je connais mieux le programme qu'elle. Oui, peut-être. Donc, donc Fabrice Tarel, piano, et Marc Soper, trompette, c'est ça? C'est ça, donc un duo, et on aura... c'est pareil, ils font des standards et puis des compositions aussi, et donc pas mal d'impro aussi, donc un duo
je dirais, un peu original dans ce festival. Et puis, à l'entracte, nous aurons donc notre amie Anaïs, qui sera dans le hall et qui va animer avec Pedro Teixeira, un duo dans le hall du festival. Voilà. Et donc en deuxième partie, William Chabet Quartet. Alors William Chabet, donc je le connais bien puisque j'ai fait avec lui mon spectacle From Chet to Jobim. Et depuis je l'avais contacté par un ami, c'est toujours comme ça le jazz, hein, c'est un ami qui dit tiens, tu as un guitariste là, lui il a une maison en Corse en plus, donc un jour je l'ai appelé, on a joué ensemble à partir de 2015 et du coup après il s'est fait aussi connaître en Corse et c'est ça aussi qui est génial et donc il vient jouer assez souvent et il sera avec aussi le Mourad Benamou qui est un batteur de grande renommée et qui s'est produit dans les premiers jazz festivals. Donc on retrouve des gens qui étaient venus à l'époque et qui sont toujours contents de revenir, quoi. Alors on rappelle donc entre autres Gilles Barikowski aussi, saxophoniste avec qui j'avais fait ce spectacle, qui vient souvent aussi en Corse et qu'on est très heureux de retrouver, un saxophoniste de grand talent aussi. Alors ce festival donc, qui va se dérouler du 23 au 26 juin, donc on peut d'ores et déjà réserver sur, vous avez le Facebook, sur Internet. Alors vous pouvez réserver soit sur www.agendaculturel.com et aussi calvifunspirit.com, on peut prendre les places. Il y a des passes pour les... Il y a des passes, il y a aussi le pass Cultura qui est accepté. Et c'est gratuit pour les enfants. Et c'est gratuit pour les enfants, oui. Je pense que c'est tout à fait logique qu'on ouvre. Il y a de moins en moins de festivals ici en Corse, quand même, de jazz. Enfin, il en reste un gros, évidemment. Mais le nôtre je pense qu'il faut pérenniser ces petits festivals et on n'en parle pas assez. Donc, je vous remercie de nous donner l'antenne pour cela parce que on voit des fois dans les journaux les festivals de l'été et puis on cite 2-3 grands festivals, mais les autres n'ont pas tribune. Donc je trouve que c'est... On sera à vos côtés, on sera là. Voilà, merci. Merci beaucoup Fabienne. On rappelle donc ce festival du jazz de Calvi du 23 au 26 juin. Et je tiens quand même à remercier aussi tous les commerçants, l'ensemble des socioprofessionnels, les prestataires locaux, la mairie de Calvi, la mairie de Lougnes, pour nous aider. Le Svel Calvez, toutes ces associations qui nous aident. Oui, voilà, les rencontres musicales de Calanzane, tout ça. Il y a une entraide en Balagne entre ces petits festivals. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. Voilà, un bon rendez-vous donc avec ce beau festival de jazz. Cette fois-ci, on retrouve Jean-Philippe Serpi qui nous parle d'un salon qui va avoir lieu du côté de Borgo. Notre invité aujourd'hui, Jean-Philippe Serpi, auteur et créateur du Salon du modélisme à Borgo et qui vient nous présenter un autre festival. On va en savoir plus dans quelques instants. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, on va parler d'un nouveau salon qui va se dérouler toujours à Borgo, puisque vous organisez déjà un salon du modélisme et des modèles réduits à Borgo. Et là, c'est un autre salon, un nouveau salon, celui des blockbusters du cinéma et des séries TV. Alors, ça consiste en quoi ? Donc, je suis un petit peu néophyte. C'est tout un programme. En fait, ce salon sera axé sur tout ce qui concerne l'univers du cinéma, notamment les films qui ont marqué des générations, et donc l'univers aussi des séries télé également qui ont marqué des générations. Et c'est tout le cinéma ou c'est plutôt centré sur la science-fiction ou... Non, pas particulièrement. En fait, là, cette année, en partenariat avec l'association Création Magic Movies qui est basée en Corse du Sud, nous avons décidé d'organiser un salon du cinéma parce que, il n'y en a pas ici. Donc, à l'instar du salon du modélisme qui n'existait pas, nous avons décidé d'organiser donc le premier salon des grands moments du cinéma à travers les décennies, pas forcément les nouveautés. Et cette année, nous allons axer les deux côtés de la salle sur deux univers particuliers qui ont marqué les générations, à savoir donc Star Wars, la guerre des étoiles d'un côté, et Harry Potter de l'autre.
vient ce nom, ce terme de blockbuster? Blockbuster, en fait, ce sont les films qui ont cartonné au box-office. D'accord. On appelle ça des Des blockbusters. Voilà. Ce qu'on appelle À l'instar de la musique, voilà. Les D'accord. blockbusters, ce sont les gros succès du cinéma international. Donc de n'importe quelle année, en fait. Ça peut De être des n'importe films quelle anciens année. ou Absolument. Les Ça- 7 mercenaires, par exemple. Aussi, ça peut être les 7 mercenaires. Moi qui suis un peu Ben, ancien. voilà, il y a des générations, effectivement, des décennies comme ça. Quand Bruce Lee a fait son apparition, Ouais. lorsque Opération est sortie de suite après sa mort, c'était un blockbuster. D'accord. Donc voilà, en fait, ce sont des films qui ont vraiment marché et frappé donc l'imagination des spectateurs. Et donc cette année, ça sera un peu sur ce thème de Star Wars. Donc, Alors voilà, il y a 2 thèmes principaux qui vont être abordés. Ça ne va pas exclure les Bien sûr, collectionneurs les autres. qui ont effectivement des passions pour d'autres films. Il faut partir du principe que cette année, on va l'axer sur 2 thèmes principaux qui vont occuper donc chaque partie de la salle. Mais l'année prochaine, ça sera différent. Mais ce que nous invitons maintenant, puisque nous le lançons, on invite donc tous les collectionneurs, quels qu'ils soient, à venir donc exposer de leur côté. Ça partira donc des collections privées, de livres spécialisés, de miniatures, de costumes également, puisqu'il est prévu également un défilé de costumes pour les enfants. D'accord. Ouais. À 16h, donc le dimanche. Donc ce qu'il faut bien spécifier, c'est un salon, c'est pas un festival, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de film de projeté. Non. Ce sont des gens qui collectionnent des... Non, il est juste prévu en fait une bande, je dirais, un écran sur lequel sera diffusé des extraits D'accord, ouais. de films. Il sera prévu un quiz également. Ah oui, c'est voilà, sympa. un quiz, et il sera également prévu une tombola concernant effectivement donc cet univers-là du cinéma. Et quel public est ciblé? Parce qu'en fait, ça va sur plusieurs générations, ça peut aller sur plusieurs générations. Oui, en partant du principe qu'effectivement l'affiche par elle-même montre donc 2 univers bien distincts qui seront vraiment présents au niveau du salon, mais effectivement tout le monde peut venir, tout le monde peut exposer des objets qui ne concernent donc effectivement d'autres films qui ont marqué les générations. Et moi de mon côté, ça sera effectivement axé sur les séries et les films télé uniquement en miniature, puisque j'ai surtout ça par-dessus. Mais les autres exposants, collectionneurs, quels qu'ils soient, sont invités à venir participer à ce premier salon. Justement, vous parlez d'exposants, je crois que on peut toujours s'inscrire pour venir. Oui, absolument. Là, les inscriptions sont ouvertes puisqu'il est nouveau. On a commencé à en parler sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant, effectivement, on a 4 ou 5 réservations. Ce sont des personnes du continent par le biais de l'association Création Magic Movies qui vont donc venir exposer. Et on s'est appuyé sur cette association-là puisque Christophe, son représentant, a une expérience justement au niveau donc de tout ce qui se passe sur le continent, puisqu'il a exposé plusieurs fois sur le continent avec des salons dans ce genre-là. Bon, ça se passe sur 2 jours, donc c'est 31 octobre et 1er novembre Oui. à Borgo, donc à la salle. En partenariat avec la mairie, comme à chaque On fois. peut s'inscrire, il y a un site pour s'inscrire? Comment est-ce qu'on peut En faire? fait, nous, on a relayé l'information sur le site d'Inis Création, effectivement, l'association co-organisatrice de cet événement. Et maintenant, effectivement, le but du jeu, c'est de faire connaître aux personnes qui seraient désireuses d'exposer que ce salon existe, qu'ils ont des collections chez eux, quelles qu'elles soient, comme j'ai dit, goodies, artefacts, etc. Ils sont les bienvenus. Et donc un salon qui va se passer après celui du modélisme. Un mois après, oui. mois après. Pour les questions, effectivement, d'emploi du temps, ça va être short. On va essayer de voir avec la mairie l'année prochaine un petit peu les espacer. Mais là, au niveau des emplois du temps, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est sûr que je pense qu'on va finir sur les genoux après les 2 salons. Oui, parce que c'est un festival qui a quand même pris de l'ampleur, ce festival. Celui du modélisme, Le modélisme, oui, absolument. Nous sommes déjà complets. Ah oui, Donc d'accord. c'est fini, il n'y a plus de place. Les dates, c'est Alors ça sera le 26 et 27 septembre. D'accord. Le dernier week-end de septembre. Et donc il est déjà complet. Et donc, si vous voulez vous inscrire pour ce festival donc des blockbusters du cinéma et des séries TV, n'hésitez pas à aller sur le site de Inis Création. Oui, sur Facebook. Sur Facebook aussi. Oui, Inis Création, modélisme et diorama, oui, tout à fait. Jean-Philippe, merci. Et puis je pense Merci, qu'on aura Philippe. l'occasion de se revoir juste un petit peu avant. Tout à fait. Là, vous aurez déjà les bases bien établies. Avec plaisir. Merci Jean-Philippe. Merci. Voilà, un grand merci à nos invités. Je vous rappelle que si vous avez une association, vous êtes écrivain, artiste ou autre, si vous voulez passer sur l'antenne de Radio Corse International pour parler d'une programmation, d'un festival ou autre chose, n'hésitez pas à nous contacter. L'antenne est ouverte. Allez, on se refait un petit point sur l'information avec Philippe. Formation donc de ce vendredi 5 juin.
Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de cocaïne et de cannabis en plaine orientale et en région cortenaise, 6 personnes ont été mises en examen. Hier, 2 ont été placées en détention provisoire, 4 autres laissées libres sous contrôle judiciaire. En l'absence de réponse à leurs doléances, les responsables de Skolagor s'abrandissent la menace d'action la semaine prochaine s'ils n'ont pas de réponse de l'État d'ici là. Événement majeur pour le football corse. Ce samedi, au théâtre de l'Empire à Ajaccio, va se tenir en effet l'Assemblée générale de la Fédération française de football. Ce dimanche 7 juin, de 10h à 18h au parc de Salech, se tiendra la 4e rencontre littéraire. 13 écrivains et poètes viendront à la rencontre du public. Côté ciel, ce week-end, eh bien, ce sera plutôt ensoleillé. Merci Philippe, passez un bon week-end et à lundi. On va se faire un petit décollage avec notre hôtesse de l'air. On part aux États-Unis. C'est notre petit voyage de cette fin de matinale. Coincé entre l'eau, les forêts et le mont Rainier qui pop quand ça lui chante, Seattle reste profondément lié à son environnement naturel, même au cœur de ses quartiers les plus modernes. La ruée vers l'or, l'industrie aéronautique et les nouvelles technologies transformeront cette ville sauvage en métropole tournée vers le futur. Sur fond de guerre froide et de conquête spatiale, l'exposition universelle de 1962 met à l'honneur la science, la technologie et l'ère spatiale. C'est à cette occasion que sont construits la Space Needle, véritable icône de Seattle, mais aussi le monorail avec ses airs rétro-futuristes, aujourd'hui classés monuments historiques par la ville. Mais c'est lors d'une autre exposition universelle, celle de 1909, qu'un jeune homme nommé William Boeing voit une machine voler pour la première fois. Fasciné par cette nouvelle technologie et convaincu qu'un jour l'avion transformera le monde, il fonde quelques années plus tard la Boeing Company, qui deviendra l'un des plus grands constructeurs aéronautiques. Et si, à cette époque, on regardait vers le ciel, Seattle a pourtant commencé sous terre. Construite sur des terrains marécageux et constamment perturbée par les marées, la ville faisait face à d'importants problèmes d'inondation, de boue et d'égouts. Le gigantesque incendie de 1889 ayant définitivement plié le game, Seattle est finalement reconstitué quelques mètres plus haut. La ville qu'on connaît aujourd'hui n'est donc pas celle d'origine, mais sa version 2.0, construite carrément par-dessus l'ancienne. Aujourd'hui encore, des rues, des vitrines et des passages entiers existent toujours, figés sous la ville moderne, et on peut même les visiter. Une fois remonté à la surface, c'est difficile de rater le Gum Wall, une ruelle entièrement recouverte de chewing-gum usagé. Pour la fraîcheur de vivre, on repassera, c'est même un peu dégoûtant, et pourtant, c'est l'un des endroits les plus photographiés de Seattle, avec sa skyline et le Pike Place Market, immense marché public ouvert depuis 1907, né à l'origine pour permettre aux producteurs locaux de vendre directement leurs produits aux habitants. Reconnaissable grâce à sa célèbre enseigne en néon, c'est un lieu incontournable. Aujourd'hui encore, on y trouve absolument de tout. Des fleurs, produits de la mer, librairies, cafés, artisans. Mais attention tout de même à ne pas vous prendre un poisson dans la tête. Ici, les marchands ont la fâcheuse tendance à se balancer les saumons par-dessus les étals. Mais c'est aussi là qu'est né le tout premier Starbucks. À l'origine, le magasin vend du café en grains torréfiés et non des frappuccinos XXL ou des matcha latte. Toute son identité reprend un imaginaire maritime évoquant les premiers marchands de café. Son nom vient de Starbuck, le second du navire dans Moby Dick, tandis que son logo, inspiré de gravures scandinaves, représente une sirène à 2 queues, plus exactement une mélusine, symbole de la mer, de la tentation et d'un certain pouvoir addictif. Mais ce qui va réellement transformer Starbucks en multinationale, ce n'est pas seulement le café. L'idée ? Créer un endroit où l'on reste qui ne soit ni la maison ni le bureau. La marque appellera ça une third place, autrement dit, un troisième lieu de vie où l'on peut lire, travailler, discuter ou tout simplement regarder la pluie tomber. Et vu la météo locale, honnêtement, le concept avait peu de chances de louper. Et maintenant qu'on est bien réveillé, direction le waterfront. Entre la Grande Roue, l'aquarium et les bateaux qui traversent la baie à longueur de journée, tout ce quartier vit au rythme de l'eau. Ici, on prend le ferry comme on prendrait le métro pour relier les îles ou d'autres villes afin d'éviter de grands détours. Et de l'autre côté, on retrouve la péninsule olympique, connue pour ses immenses forêts humides, son parc national et ses plages sauvages
dans Ruby Beach et la réserve de La Pouche. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Cette réserve amérindienne, située sur la côte pacifique, est le territoire de la tribu Quileute, bien réelle elle aussi. Popularisée par la saga Twilight dans les années 2000, la région, et notamment la petite ville de Forks, est devenue mondialement connue pour ses vampires à paillettes, ses loups-garous toujours fâchés et ses histoires d'amour sous perfusion de pluie. Avec un soleil en RTT et 10 mois par an, difficile d'imaginer meilleur décor pour ce genre d'histoire. Mais la région ne se résume pas aux romans pour ados. Une grande partie est protégée au sein de l'Olympic National Park, classée réserve de biosphère par l'UNESCO. En son cœur se trouve la Orange Forest, l'une des seules forêts tempérées humides au monde. Avec ses arbres gigantesques recouverts de mousse et cette lumière verte presque irréelle, l'endroit ressemble déjà à un décor de fin du monde. Et quand on voit cette végétation luxuriante et cette nature qui semble reprendre ses droits, difficile de ne pas penser à l'ambiance post-apocalyptique de The Last of Us partie 2. Dans ce jeu vidéo culte, l'humanité a été ravagée par le cordyceps, un champignon parasite qui existe vraiment au passage, qui infecte et contrôle progressivement ses hôtes. Au fil de l'histoire, on finit même par se demander si les véritables monstres sont les infectés ou les humains eux-mêmes. On y suit Ellie, désormais adulte, dans une violente quête de vengeance à travers un Seattle dévasté, pendant qu'Abby, elle, connaît déjà parfaitement les environs pour avoir grandi au sein des Wolves, une faction paramilitaire installée dans les anciens stades et bâtiments de la ville. Le succès du jeu a donné naissance à une adaptation en série, et le plus troublant, c'est qu'en se baladant dans Seattle, on reconnaît réellement une partie des décors. L'aquarium, le front de mer, les rues en pente ou encore plusieurs bâtiments de la ville. Parmi eux, la bibliothèque centrale, véritable vaisseau de verre et d'acier. Derrière son apparence ultra-futuriste, l'intérieur mélange pourtant bois, métal et espace colorés, avec notamment un espace entièrement rouge, totalement improbable. Un peu plus loin, impossible de rater les célèbres sphères d'Amazon. Ces immenses bulles de verre abritent un véritable jardin tropical rempli de milliers de plantes venues du monde entier. Pensé comme un nouvel espace de travail vert, l'ensemble évoque une mini-forêt amazonienne, un clin d'œil assez évident au nom de la marque. Des années avant, Microsoft avait déjà largement contribué à transformer le Nord-Ouest américain en immense pôle technologique. Rien d'étonnant quand on sait que ses fondateurs, Bill Gates et Paul Allen, sont eux-mêmes originaires de Seattle. Mais chaque médaille a son revers, et cette explosion de la tech a aussi profondément transformé la ville. Les loyers et le coût de la vie sont montés en flèche, et certains quartiers de Seattle sont aujourd'hui marqués par d'importants problèmes de précarité et de drogue. Entre les campements installés sur certains trottoirs et la crise des opioïdes qui touche une partie des États-Unis, le contraste peut parfois être assez brutal. Une ambiance froide, grise et désabusée que l'on retrouve justement au cœur de la série The Killing. Ici, l'enquête policière sert surtout à explorer les failles humaines. Après le meurtre de Rosie Larsen, une adolescente retrouvée morte dans le coffre d'une voiture, toute une ville semble peu à peu se fissurer. Une famille détruite par le deuil, des détectives eux-mêmes profondément abîmés, des tensions politiques locales, des secrets qui remontent à la surface, les personnages sont complexes, souvent imparfaits, et les émotions sont retranscrites avec une justesse bouleversante. Quant au suspense, disons que la série passe son temps à nous envoyer sur de fausses pistes. Mais une fois ce meurtre résolu, une autre question se pose. Qui a tué Laura Palmer ? Au début des années 90, David Lynch explose complètement les codes de la télévision avec sa série Twin Peaks. Au départ, ça ressemble presque à une série policière classique. Une petite ville au milieu des forêts, une adolescente assassinée et un agent du FBI envoyé sur place pour enquêter. Mais voilà, les personnages sont tous plus barrés les uns que les autres, certaines scènes semblent totalement absurdes, puis l'instant d'après, la justesse d'une émotion vient nous cueillir. On ne sait plus vraiment ce qu'on regarde, et au bout d'un moment, comme les gens du cru, on finit par trouver ça normal. Puis, peu à peu, quelque chose de beaucoup plus sombre apparaît et semble contaminer progressivement toute la ville. Entre ces personnages improbables, le café qui coule à flot, la musique hypnotique d'Angelo Badalamenti qui joue un rôle à part entière, ou encore l'agent Cooper, capable d'aborder les situations les plus lunaires avec un sérieux imperturbable,
Twin Peaks finit par devenir un véritable monument de la pop culture dont l'influence se retrouve encore partout aujourd'hui. Même si la ville est fictive, toute la région joue encore énormément avec l'héritage de la série et on peut y retrouver une grande partie des lieux de tournage, le pont de Ronette, le commissariat ou encore le Tweets Café, le vrai nom du WR, où l'on peut toujours manger la fameuse Cherry Pie. Un passage incontournable pour les fans de la série, notamment l'hôtel et les chutes de Snoqualmie, que l'on peut aussi admirer d'en bas après une petite marche. Pour la Minute Culture G, sachez qu'elles sont plus hautes que les chutes du Niagara. Ce n'est sans doute pas un hasard si toute cette région porte le nom de chaîne des Cascades, immense massif montagneux qui s'étend du nord de la Californie jusqu'au Canada. Derrière ces forêts brumeuses et ces paysages presque irréels, l'État de Washington fait aussi partie de la célèbre Ring of Fire, la ceinture de feu du Pacifique, l'une des zones les plus volcaniques et sismiques du monde. Le mont Rainier, visible depuis Seattle par temps dégagé, en est d'ailleurs le point culminant, mais c'est le mont Sainte-Hélène qui a fait parler de lui il n'y a pas si longtemps, avec son éruption spectaculaire de 1980, faisant 57 morts et détruisant les alentours. La zone est depuis restée en grande partie telle qu'elle, aujourd'hui préservée au sein du Mont Sainte-Hélène National Volcanic Monument. Et quelque part, cette idée d'un territoire à la fois magnifique, brut et instable semble aussi se retrouver dans une autre identité forte de l'État de Washington, sa musique. Dans les années 90, Seattle devient le berceau d'un courant musical qui va profondément marquer toute une génération, le grunge. Ce courant du rock alternatif, né à Seattle à la fin des années 80, émerge d'une scène underground et indépendante structurée autour du mythique label Sub Pop né d'un fanzine local. Des groupes comme Green River, considérés comme l'un des précurseurs du mouvement, puis Soundgarden ou Mudhoney participent à son essor. Le genre mélange punk, metal et rock indépendant, avec un son plus saturé et beaucoup moins propre que le glam rock alors à la mode à l'époque, au point que certains accusent encore aujourd'hui le grunge d'avoir quasiment tué les grands solos de guitare. Et puis arrive Nirvana. En 1991, l'album Nevermind et le titre Smells Like Teen Spirit propulsent Kurt Cobain, bien malgré lui, au rang d'icône générationnelle. Là où le rock semblait devenu de plus en plus artificiel et extravagant, Nirvana donne soudain à toute une jeunesse l'impression qu'elle peut, elle aussi, monter sur scène avec ses failles, sa colère et son mal-être. Le groupe garde cette énergie punk rageuse et chaotique, souvent tournée vers les relations humaines ou la société. Mais réduire le grunge à Nirvana serait aussi une erreur. Plus qu'un style musical totalement défini, le grunge c'est surtout une scène où chaque groupe apporte sa propre identité. Alice in Chains tire beaucoup plus vers le métal avec un son lourd, sombre et profondément marqué par l'introspection, l'addiction ou la douleur. Soundgarden mise davantage sur l'expérimentation, les riffs complexes et l'immense travail vocal de Chris Cornell, tandis que Pearl Jam apporte quelque chose de plus émotionnel, plus humain, presque classique rock, porté par le charisme d'Eddie Vedder. Mais derrière son explosion mondiale, les addictions, la pression médiatique et les drames personnels rattrapent peu à peu plusieurs figures du mouvement. L'année 94 marque alors un véritable tournant et donne presque l'impression que toute une époque vient brutalement de s'effondrer avec la mort de Kurt Cobain, qui rejoint à son tour le tristement célèbre Club des 27, comme une autre immense légende locale avant lui, Jimi Hendrix. Né à Seattle en 1942, Jimi Hendrix reste encore aujourd'hui considéré comme l'un des guitaristes les plus influents de l'histoire de la musique. Dans les années 60, il révolutionne littéralement la guitare électrique grâce à une approche beaucoup plus expérimentale du son, utilisant saturation, feedback ou pédale d'effet comme de véritables instruments à part entière. Son passage au festival de Woodstock en 1969, notamment avec son interprétation devenue culte de l'hymne américain, contribue définitivement à en faire une icône mondiale. Mort en 1970 à seulement 27 ans, Hendrix continue pourtant de marquer profondément la culture musicale américaine au point de devenir aujourd'hui l'une des figures centrales du Museum of Pop Culture, le célèbre Mopop de Seattle, financé par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, lui-même guitariste et immense admirateur du virtuose. Le musée rassemble aussi bien des expositions consacrées au grunge et à Hendrix que des collections autour du cinéma, de la science-fiction ou encore du jeu vidéo, comme une sorte de concentré de toute la culture pop liée à Seattle
ou à l'État de Washington. Son architecture, totalement déstructurée, imaginée par Frank Gehry, ne passe d'ailleurs pas inaperçue, tout comme la statue de Chris Cornell, installée devant le musée depuis sa mort en 2017. C'est ça l'Evergreen State, la pluie et le café qui inondent les forêts brumeuses et cette étrange capacité à transformer chaque idée un peu folle en véritable phénomène culturel. Un endroit où l'on construit des empires technologiques au milieu des sapins, où un simple diner devient culte et où même le ciel semble parfois avoir quelque chose. Voilà, Marie-Pierre, notre hôtesse de l'air. N'hésitez pas à la retrouver aussi sur les podcasts. On va vous souhaiter de passer un bon vendredi, un bon week-end. Et puis, on vous donne rendez-vous lundi matin, même heure, même antenne. Je vous rappelle les diffusions 9h sur Télépaèse, midi et demi sur Télépaèse, et les directs sur Radio Corse International, 9h et midi. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter aussi sur notre plateforme Radio Corse International, c'est rci.websiteradio.co. Et là, vous avez tous les podcasts, vous avez les replays, vous avez la radio en direct. Et vous pouvez me laisser un petit message. Bon week-end à tous, Tini de Vorte et Cielo de Muluni. Bonjour, salut à tous. Si vous